What's up la gang? Bienvenue au podcast Les Dialogueuses, votre dose salvatrice de féminisme. En tout cas, on l'espère. Ce podcast-là, en fait, c'est une création originale du collectif féministe Les Péripatéticiennes. Donc, en fait, notre objectif quand on a commencé à créer ce projet-là, monter ce projet-là, dans l'ombre, c'était vraiment de proposer un podcast parce qu'on allait pouvoir entendre des femmes discuter d'enjeux féministes, mais de toutes sortes de manières, de toutes sortes de façons, de toutes sortes d'expériences, finalement. Donc, pour m'aider dans cette lourde tâche de discuter avec plein de femmes, en fait, c'est une blague, c'est vraiment pas une lourde tâche, c'est vraiment trippant. J'ai avec moi ma sidekick préf, Casse-Pomme. Salut Casse-Pomme! Allô, Co. Ça va? Oui, sauf que ce podcast-ci, t'es avec Kat. Ah, ben c'est vrai. J'allais le mentionner d'ailleurs. Donc, comme vous pouvez le remarquer dans l'introduction, je suis avec Casse-Pomme, mais lors du podcast, je vais être avec mon autre sidekick préf, qui est 4 cheveux de feu. Donc, soyez-en avertis. D'ailleurs, on devient aujourd'hui les dialogueuses de la solidarité féminine et on rencontre Louise Dupré, qui est une poète et féministe, bien évidemment. Et on jase avec elle, justement, de l'évolution du féminisme au Québec depuis les années 70, de l'importance de cultiver la parole des femmes et surtout de la nécessité d'une solidarité entre femmes pour combattre le patriarcat. C'était vraiment une conversation super enrichissante. J'espère que ça va vous plaire autant que ça nous a plu à nous. N'oubliez pas d'aller nous suivre sur nos réseaux sociaux, dont Facebook, Instagram et Patreon, sous le nom de Les Péripatéticiennes. Sur ce, bonne écoute! Bonne écoute! Les dialogueuses. Ben d'abord, merci d'être venue. C'est vraiment énormément apprécié. Ça nous fait super chaud au cœur. Ben, moi aussi. Donc, c'est réciproque. Puis en fait, moi, ce que je me demandais, en fait, c'est vraiment ton parcours en tant que féministe. Comment ça a commencé? Bon, c'est une grande question. Disons que ça a commencé en 1975, autour de l'année de la femme. Avant ça, j'avais commencé à lire des livres de femmes qui m'avaient beaucoup impressionnée. Simone de Beauvoir, par exemple, et d'autres au Québec, Nicole Brossard. France Théoret a commencé à publier ses livres en 1977. Donc, autour de 1975, il y a eu comme une éclosion du féminisme. Et personnellement, je suis une littéraire. Alors, c'est venu surtout par le biais de la littérature, des textes de femmes. J'ai étudié en lettres. J'ai fait un bac en littérature à l'Université de Sherbrooke. Et puis, j'avais commencé une maîtrise en littérature, que j'ai terminée d'ailleurs. Mais on voyait peu de textes de femmes, parce qu'à l'époque, les femmes étaient absentes, pas tout à fait absentes, mais elles arrivaient au second plan dans les anthologies, dans les livres d'histoire littéraire. On ne voyait pas beaucoup de femmes qui écrivaient. Puis là, on ne parle même pas de textes féministes, là, c'est vraiment des auteurs femmes, des point. Auteurs femmes, point. OK. Bon, par exemple, quand j'étais au collège, j'étudiais, comme beaucoup de femmes et d'hommes de ma génération, dans les Lagarde et Michard. Alors, Lagarde et Michard, c'était une série de manuels pour les collégiens, les collégiennes, et c'est ce qu'on étudiait. On voyait la littérature française et à travers les yeux de ceux qui avaient fait les manuels, la série de manuels plutôt, sans doute messieurs Lagarde et Michard, puisque ça portait leur nom. Ça fait très longtemps, je ne me souviens plus exactement des détails, mais où on disait que Jean-Paul Sartre était un philosophe et Simone de Beauvoir écrivait ses souvenirs. Alors, ça vous donne une idée de la vision qu'on avait de la femme. Donc, on ne voyait
à peu près que des hommes. Et quand on voyait des femmes, c'était toujours à partir d'un biais un peu péjoratif. Mhm. Alors, et moi, quand j'ai découvert les textes de femmes, les œuvres de femmes, ça m'a fait un choc. Ça Mhm. m'a fait vraiment un choc et je me suis dit, c'est toute une vision qu'on n'a presque pas eue aujourd'hui. Alors, évidemment, il y avait des femmes qui ont écrit, entre autres au Québec. Et dans nos cours de littérature à l'Université de Sherbrooke, on voyait des femmes, Gabrielle Roy, Anne Hébert, puis il y avait eu des poètes dans les années 20, mais elles étaient minoritaires. Et c'est avec l'arrivée du néo-féminisme que les femmes se sont mises à écrire aussi bien en France qu'aux États-Unis, qu'au Québec, qu'un peu partout en Occident, et qu'on a pu vraiment avoir accès à une parole de femme. Et j'ai été très emballée, très, très, Mhm. très emballée, parce que je me suis dit, j'ai étudié pendant de nombreuses années et c'est une parole que je n'avais jamais lue chez de très grands auteurs masculins qui sont par ailleurs de grands écrivains, mais c'était un point de vue masculin, alors que les femmes apportaient tout à coup une autre vision sur la réalité. Sur non seulement la réalité personnelle, mais la société, sur le politique. Alors, ça a été un grand, grand, grand changement et un grand apport au monde. Alors, c'est comme ça que je suis venue au féminisme et j'ai milité, si on veut, dans des maisons d'édition ou dans des revues ou dans des organismes qui s'intéressaient à la littérature des femmes. Par exemple, pendant 3 ans, j'ai été membre du collectif des éditions du Remue-Ménage, qui est une maison d'édition féministe qui publie encore aujourd'hui des essais percutants sur l'écriture des femmes. Puis à ce moment-là, dans le fond, c'est vraiment une émergence autant au niveau des maisons d'édition que de l'écriture, c'est comme la parole des femmes, en fait. Ça va tout de pair. Oui, parce que, bon, au Québec, il y a eu les éditions du Remue-Ménage, les éditions de la Pleine Lune. En France, il y avait les éditions des femmes. Il y a eu des revues. Il y a eu des numéros de revues qui étaient consacrés aux femmes. Il y a beaucoup de femmes qui ont commencé à écrire à ce moment-là. Donc, il y a eu une grande effervescence. Et là, je vous parle de littérature, mais aussi dans les arts visuels, dans la danse, au théâtre. Il y a eu un théâtre de femmes et un théâtre qu'on pourrait dire féministe extrêmement important durant les années 70. Ça a été une ouverture absolument magnifique. Alors, ça m'enthousiasmait, ça nous enthousiasmait. Je n'étais pas seule, on se sentait solidaire. On s'est senti très, très solidaire de ce courant-là. Et nous aussi, parce qu'on est plusieurs, je pourrais vous nommer d'autres écrivaines tout à l'heure, mais nous aussi, on a voulu écrire, on avait notre mot à dire. Parce que ce qu'on lisait, c'était je dirais, une parole qu'on n'avait pas entendue jusqu'à maintenant. Moi, il y a un texte de France Théoret qui a été extrêmement important pour moi. C'est un texte qui s'intitule « Le sang ». Et dans ce texte-là, qui est un texte poétique, c'est une femme qui fait un long délire. C'est un délire qui se passe la nuit. La femme attend ses règles qui ne viennent pas et elle a peur d'être enceinte. Et elle délire, elle se demande ce qui va lui arriver et tout. Et à la fin du texte, le matin, les règles se déclenchent. Alors, je me suis dit, qu'est-ce que ça veut dire que
moi qui ai quand même étudié en littérature, j'avais à ce moment-là un bac et une maîtrise. Qu'est-ce que ça veut dire que je n'ai jamais lu un texte comme ça? Alors qu'il y a des millions et des millions et des millions de femmes dans l'histoire du monde qui ont vécu ça. Et c'était un moment où il n'y avait pas les moyens de contraception étaient, commençaient à peine, où il n'y avait pas la pilule du lendemain, où les femmes étaient laissées à elles-mêmes. Alors, je me suis dit, il y a tellement de choses qu'on aurait à dire sur la réalité des femmes et qu'on n'a jamais dit. Mm-hmm. Alors, moi, ça a été comme une sorte de prise de conscience en disant, ce que je vais faire, c'est d'essayer de poser ma petite pierre à l'édifice de l'écriture des femmes et à l'imaginaire des femmes. Puis, est-ce que tu dirais que ça a été difficile pour toi de faire cette comme prise de conscience, cette prise de parole-là? Est-ce qu'il y a eu des défis marquants, là? Les défis étaient de deux ordres, je dirais, sur le plan personnel, parce que j'étais étudiante et je commençais à travailler. Alors, j'enseignais dans un collège, je terminais ma maîtrise. Et donc, j'avais un enfant aussi. Alors, l'écriture, je n'avais pas beaucoup de temps à accorder à l'écriture. Comme beaucoup de femmes, on cherchait des petits moments de la journée où on pourrait écrire. Des petits moments de la journée, ça peut être une demi-heure, 3/4 d'heure, parfois 1 heure, si tout allait bien. Alors ça, c'est une des contraintes. L'autre contrainte, c'est que à ce moment-là, l'écriture des femmes n'était pas toujours très bien reçue. C'est évident que quand un courant comme ça commence à s'imposer sur la place publique, les critiques en place, les critiques qui sont habitués à un autre type de littérature ne sont pas toujours très heureux. Alors, c'est évident qu'il y a eu des difficultés. Pour moi, mais aussi pour beaucoup d'autres femmes. Il y a eu des articles très, je dirais, très négatifs qui sont parus dans les journaux. Et je me souviens d'avoir répondu à un critique dans les pages du journal du Devoir en écrivant une lettre ouverte qui s'intitulait « L'urgence d'une critique féministe ». Parce que j'avais l'impression que le critique en question, que je ne nommerai pas, ne comprenait rien. Il était très méprisant et il ne comprenait rien à ce que les femmes essayaient de faire. Alors, ça a été aussi un problème. Ça a été un problème, mais on était tellement enthousiastes et tellement portés par notre désir d'écrire et notre désir de dire la subjectivité féminine qu'on ne s'est pas laissé aller à la tristesse ou on n'a pas renoncé à continuer à écrire. Au contraire, ça a été une stimulation. Mm-hmm. Mais c'est drôle parce que je trouve qu'il y a beaucoup de... Ça résonne beaucoup avec ce que nous, on fait aussi en ce moment. C'est vraiment les mêmes constats. On est arrivé à un moment où on s'est dit, ben, tu sais, nous, c'était beaucoup par rapport à la sexualité, puis c'est beaucoup par rapport à... Tu sais, c'est comme beaucoup la ligne directrice de notre blog, mais comment ça se fait que on n'a pas entendu cette parole-là des femmes qui se masturbent à 13, 14, 15 ans? Pourquoi, si nous, on l'a toutes fait, si on a toutes vécu des expériences où on a senti de la honte par rapport à ça, mais si tout le monde le fait, si c'est une réalité, comment ça se fait qu'on l'a jamais entendu, cette parole-là? Puis j'ai l'impression que c'est pour ça que je trouve qu'il y a énormément de résonance parce que c'est exactement... Tu sais, c'est peut-être pas les mêmes enjeux, mais c'est la même réflexion, c'est pourquoi on n'a jamais entendu parler de ça de cette façon-là. Puis c'est vraiment ça qui nous a amenés à débuter le blog. Puis je me demandais justement par rapport à ça, comment tu perçois les nouvelles vagues de féminisme
au Québec, le mouvement, comment ça... Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça va trop loin, pas assez loin? Est-ce que ça s'en va dans la mauvaise direction? Bien, je pense d'abord qu'il y a encore beaucoup de choses qui n'ont pas été dites. Mm-hmm. Et je n'ai pas la prétention, et les femmes qui ont commencé à écrire comme moi au début des années 80 n'ont pas la prétention d'avoir tout dit, bien au contraire. Et on commence à peine à effleurer l'univers des femmes. Et il faut continuer. Alors ça, c'est vraiment important. Nous, on est allés au plus pressant, à ce qui nous semblait le plus pressant à l'époque. Mm-hmm. Mais on a laissé beaucoup de sujets derrière nous. Et deuxièmement, la société a changé. De sorte qu'aujourd'hui, ce n'est plus le même Québec que le Québec des années 80. Alors, c'est important de continuer à parler, à écrire, à prendre la place sur la scène publique. Parce que si on ne le fait pas, si les femmes ne le font pas, ben c'est du terrain qui est perdu et qui est laissé à la parole masculine, contre laquelle je n'ai rien. Mais je pense qu'il faut que 50% de la place publique soit accordée à la parole des femmes. Alors, je trouve que c'est extrêmement important. On a besoin de toutes les paroles. Bon, et maintenant, remarquez que c'est pas... On en parle beaucoup maintenant, mais déjà, la parole aussi des femmes de la diversité était là au Québec bien avant, à partir des années 80, avec des noms comme Anne-Marie Alonso, Mona Latif-Gata, Sabala Faroud, Yin Chen et tout ça. Mais maintenant, on en parle davantage. Mais effectivement, on n'en parle pas encore assez. Et il faut que cette parole prenne la place aussi, comme commence à émerger aussi la parole des femmes des Premières Nations. Mm-hmm. Alors, c'est vraiment important. Moi, je pense qu'on a besoin de tous les féminismes et de toutes les paroles sur le féminisme. Et un courant, une femme, une façon de voir n'est pas suffisante. Je crois beaucoup à la pluralité. Pluralité des voix, des courants, des façons d'envisager le féminisme, et c'est primordial. Oui, parce que c'est tellement nécessaire, c'est ça. C'est des femmes qui ont des réalités différentes, vivent des injustices différentes, puis ont une réponse différente à ces injustices-là. Exactement. Et il n'existe pas un modèle de femme avec un grand F. Il y a des femmes, et c'est pour ça que c'est important que la parole soit plurielle et qu'elle émerge de différentes générations aussi. Parce que personne n'a le monopole du féminisme. Et je trouve que, contrairement à certains mouvements idéologiques, le féminisme s'est maintenu parce que c'était un courant qui avait plusieurs visions. Et on n'avait pas besoin d'avoir la ligne juste. Il n'y a pas de ligne juste du féminisme, comme il y avait être dans la ligne juste du marxisme dans les années 70 ou au début des années 80. Il y a plusieurs types de féministes qui se rencontrent, qui se chevauchent, qui ne sont pas toujours d'accord les uns avec les autres, mais quand même, je pense que c'est ça qui fait la force du courant, et c'est pour ça que le courant est encore aussi vivant aujourd'hui. Il y a un autre événement, en fait, moi, j'avais vraiment envie de t'entendre là-dessus, parce que pour nous, c'est pratiquement comme une légende urbaine, mais la tuerie à la Polytechnique, il y a beaucoup de féministes qui ont parlé d'une espèce d'une chute du féminisme au Québec après cet événement-là, alors que nous, on est un peu dans une posture privilégiée, c'est-à-dire qu'on arrive plusieurs années
après cette vague-là, ce mouvement-là. Mais est-ce que ça a vraiment été un coup dur pour la lutte féministe à ce moment-là? Bon, je ne sais pas si c'est cet événement-là, mais si c'est cet événement-là qui a opéré un changement, je ne le croirais pas. Je crois que au début des années 80, avec le référendum qui a été perdu, il y a les courants idéologiques au Québec. Je ne dirais pas qu'ils se sont effondrés, mais il y a eu une sorte de déprime collective. Bon, le courant souverainiste, a perdu son ampleur. Les groupes marxistes ont perdu de leur vigueur. Le féminisme s'est estompé, de sorte que il faut le voir dans un tout. Mm-hmm. Et comme on est dans une, je dirais, comme on peut voir l'histoire dans un mouvement de balancier. Alors, après ce grand enthousiasme-là des années 70 et du tout début des années 80, il y a eu comme un ressac. Et on s'est rendu compte que les gens étaient, plus portés vers les valeurs individuelles que les valeurs collectives. Ce qui est encore le cas aujourd'hui. Mm-hmm. Alors, on est dans une société où prévalent les valeurs individuelles, ce contre quoi je n'ai rien, mais il faut quand même continuer à se battre pour des valeurs collectives. Et le féminisme, justement, se bat pour la collectivité des femmes, ou les féminismes, si je veux être plus juste. Alors, je pense que c'est à cause de ça et parce que parce que les gens étaient peut-être déprimés, qu'ils y croyaient moins, qu'ils ont pensé davantage à leur vie, à eux et à elles en ce qui concerne les femmes qu'à une vision globale. Et effectivement, le féminisme s'est mis à être, je dirais, suspect. J'ai enseigné d'abord au cégep et à l'université, puis pour beaucoup de jeunes femmes, être féministe, c'était, je dirais, presque une... Je ne veux pas dire une honte, c'est pas le mot que je cherche, vous allez peut-être m'aider à le trouver, mais c'était pas valorisant. Mm-hmm. On n'osait pas se dire féministe. On n'osait pas se dire syndicaliste. On n'osait pas dire, moi, j'ai des valeurs collectives et je les défends. Alors, on disait oui, mais la vie a beaucoup changé, puis les femmes ont le même accès que les hommes à l'éducation, à des métiers. Elles peuvent travailler à l'extérieur de chez elles, elles ont des droits, alors pourquoi se battre? Et c'est avec beaucoup de plaisir que je trouve qu'on est sorti de cet enfermement-là. Ça a été un nouvel enfermement pour découvrir maintenant qu'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui n'étaient pas réglées. Hein? Et on l'a vu, entre autres, avec le mouvement « Moi aussi ». Alors qu'effectivement, il y avait eu beaucoup de silence, que les femmes, puis on l'a vu aussi avec d'autres courants qui sont émergés, que les femmes dans le milieu du travail avaient beaucoup de mal à concilier le travail et la famille, que souvent les enfants étaient à leur charge beaucoup plus qu'à la charge du conjoint, même si le conjoint est plus impliqué qu'il ne l'était il y a 30 ou 40 ans. Que les femmes peuvent avoir plus de problèmes à publier, que leurs livres ne sont pas toujours reçus de la même façon, que
que, je pourrais continuer ma liste. Alors, il y a eu comme un nouvel éveil. Mais l'histoire fonctionne comme ça, par haut et par bas. Et ce qui est arrivé au féminisme, je ne crois pas que ce soit le 6 décembre, l'événement de la Polytechnique du 6 décembre 1984 qui a déclenché ça, mais ça sommeillait bien avant. Et que ça a porté une sorte de coup au mouvement, peut-être, mais ça, j'en suis pas si sûre. Je pense que ce qui a porté un coup, c'est le cynisme qui a plané sur le Québec. Mais pas seulement sur le Québec, c'est un peu ça aussi qu'on peut voir dans d'autres pays. Est-ce que ce cynisme-là, ça a été vraiment... Ça t'a affecté au point où tu t'es toi-même remise en question par rapport à tes valeurs féministes, par rapport à ton combat? Tu sais, on discutait de ça précédemment, moi, Catherine et moi, puis on se disait, tu sais, nous, ça fait partie de notre identité. Tu sais, je pense que profondément, on a toujours été féministes, mais de se dire féministe, puis de se dire de s'affirmer en tant que féministe, là, vraiment ouvertement. C'est très récent, tu sais, ça doit faire maximum 4 ans que c'est vraiment quelque chose qui est intrinsèque, je dirais, à notre identité, tu sais. Non, je me suis toujours affirmée féministe. J'ai toujours continué à donner des cours sur l'écriture au féminin. À l'Université du Québec à Montréal, on a développé un axe de recherche en études féministes. J'ai été affiliée à l'IREF, c'est l'Institut de recherche féministe de l'UQAM. Les femmes autour de moi ont continué à être féministes et à l'affirmer. Parfois, dans les classes, les étudiantes n'étaient pas d'accord avec ce que je disais ou avec des textes que je mettais au programme, mais par contre, il y avait des étudiantes qui, elles, étaient d'accord et qui se sont beaucoup intéressées au féminisme. Donc, on ne peut pas voir ça non plus tout noir ou tout blanc. Mais c'est sûr que ce n'était pas l'engouement qu'on retrouve aujourd'hui. Les femmes autour de moi ont continué à être féministes, comme il y a des gens qui ont continué à être, à croire en un avenir du Québec, ou d'autres qui ont continué à croire à la lutte des classes. Donc, c'est pas toute la population, sauf que c'était des idéologies qui avaient moins d'écoute dans la population, si on veut. À l'époque, on parlait peu d'écologie. Là. On pourrait parler d'écologie maintenant. L'écologie qui a une grande écoute. Mais à l'époque, on n'était pas conscient de ça. On peut faire notre mea culpa. C'était quelque chose. On voulait défendre la nature et tout, mais le mot écologie n'existait pas. On ne voyait pas que la planète était menacée. Mais c'est drôle, justement, de parler de ça, du mot... que le mot écologie n'existait pas. Pour moi, c'est ça, le féminisme. C'est de mettre des mots sur des inégalités que j'étais incapable de nommer. Tu sais, par exemple, justement, la charge mentale. Comme quel concept incroyable qui tu sais, ça a tellement eu d'impact dans ma vie de comprendre c'était quoi cette inégalité-là. Puis, je pourrais nommer, genre, énormément d'autres exemples de vocabulaire féministe qui, justement, permet de mettre le doigt sur quelque chose qui t'a comme toujours agacé, mais sans être capable de le mettre en mots, finalement. Mais je me demande, justement, si malgré le fait qu'aujourd'hui, j'ai ce vocabulaire-là pour décrire ces injustices-là, j'ai l'impression que ça m'aide pas à les régler. T'sais, ça m'aide plus à les comprendre, mais est-ce que tu as l'impression que ça fait un peu ça aussi? Que c'est comme un couteau à double tranchant, je dirais. On se met à voir des choses qu'on voyait pas avant, on se met à comprendre des choses qu'on comprenait pas avant, mais d'un autre côté, ça nous enferme dans peut-être un peu cette
je dirais, peut-être pas une attitude négative, mais une attitude peut-être de combativité, de tout le temps comme d'être un peu fâché sur des... Ça peut facilement créer une colère, une Ouais. frustration, ça c'est sûr. Là. Bien, c'est clair que il y a une colère qui vient avec le féminisme parce que personne n'aime l'injustice. Et on sent que ce que les femmes ont vécu et que ce qu'elles continuent à vivre est souvent injuste. Mais dans un premier temps, moi, ce que je vois, c'est que voir clairement, d'abord, c'est extrêmement important. C'est le premier stade. Louki Bersianic, dans un très bel essai qui s'appelle « Les agénésies du vieux monde », disait quand les femmes ne devaient... Je cite de mémoire, là, je l'ai lu encore récemment, mais les femmes ne devaient pas se souvenir, ne devaient pas avoir de mémoire à elles, et quand elles en avaient une, elles étaient internées. C'est très grave de dire ça, et c'est vrai. Je pense que quand on voit certaines choses et qu'on n'a pas de mots à mettre sur cette réalité-là, on risque de devenir folle. Au sens où on se dit, mais là, qu'est-ce qu'il y a chez moi? Qu'est-ce que ça veut dire que tout le monde est heureux à côté et que moi, je suis malheureuse? Bon. Puis là, tout à coup, on dit, ah oui, mais il y a ça, puis il y a ça, puis il y a ça, mais moi, je le vois, puis les gens ne le voient pas ou ne veulent pas le voir. C'est parfois pratique de ne pas vouloir voir clair. Alors, là, les femmes se sentent, comment dire, les femmes qui voient clair, oui, sentent de la colère, mais au moins elles voient, puis elles disent, j'ai raison. Ça, c'est... Donc, je suis pas folle. C'est pas moi qui suis folle, c'est les autres qui ne voient pas. Bon, ça, c'est un premier stade. Est-ce que ça change tout? Non. C'est clair que si je vois du sexisme au travail, à l'université, dans les médias et tout, je peux pas toujours réagir. Bon, on peut pas toujours être enragé, puis former des commandos, puis tout détruire. Bon, parce qu'il faut se protéger aussi. Mais je pense que de travailler, moi, mon travail, ça a été d'enseigner, puis ça a été aussi de militer sur la place publique, d'écrire des articles, d'écrire des livres, et de dire... Ben voilà, oui, on voit ça, on a raison de le voir et ça existe. Et quand il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui voient quelque chose, ben là, on peut commencer à prendre des mesures pour faire en sorte que ça change. Alors, on est dans un premier stade, si on veut. C'est sûr qu'on ne peut pas avoir tous les pouvoirs, qu'on ne peut pas tout changer, mais au moins, on peut faire changer certaines choses en votant, par exemple. On peut faire changer certaines choses dans nos milieux. On peut faire changer quelque chose, par les programmes de conciliation famille, travail. On peut faire certaines choses en ayant un blog, en éduquant. Je pense que éduquer, même si j'aime pas ça, dire éduquer parce qu'il y a quelque chose d'hiérarchique, là, en échangeant sur nos vues, on peut faire la différence. Et c'est pour ça que les journalistes, les écrivains dans plusieurs pays totalitaires sont en prison, parce que le régime ne peut pas supporter que des pensées, des idées, des réflexions comme ça aillent sur la place publique, c'est trop dangereux. Ça remet leur autorité en cause. Alors, oui, on en a un pouvoir. On a un pouvoir, puis c'est le pouvoir de diffuser nos idées et de faire en sorte que d'autres personnes y adhèrent. Et ça, c'est extrêmement important.
En gros, c'est se changer soi-même pour pouvoir changer le monde. C'est vraiment beau, en fait, ce que tu dis. Tu sais, on a un pouvoir, on a quelque chose qu'on peut faire, même si on n'a pas accès mettons, au pouvoir avec un P majuscule. Là, on peut quand même faire quelque chose, au moins à notre petite échelle. Exactement. C'est se changer pour changer le monde, mais entrer en relation avec d'autres aussi pour les écouter et essayer de faire en sorte que ces personnes-là puissent en arriver à changer d'autres personnes aussi. Bon. Je pense aux femmes qui ont, aux éditions du Remue-Ménage, qui est une maison d'édition féministe, avec les livres qu'elles diffusent. Ben c'est du travail énorme parce que c'est des livres que les femmes et les hommes peuvent lire, qui entrent dans les universités, qui ont une diffusion un peu partout. Et ça agrandit les cercles de personnes conscientes et de personnes qui peuvent faire bouger les choses, chacune dans son domaine. Et ça, on ne peut pas l'évaluer. Moi, je ne sais pas ce que j'ai fait. On ne peut pas évaluer ça, mais il faut faire confiance aussi. Il faut faire confiance. Je ne pense pas que si on mettait une loi contre l'avortement au Québec présentement, que les gens accepteraient sans dire quoi que ce soit. Alors, les femmes considèrent qu'elles ont le droit de choisir les grossesses qu'elles veulent et puis elles n'accepteraient pas qu'on change la loi en question. Alors ça, c'est extrêmement important. Et il y a des acquis. En tout cas, je veux croire qu'il y a des acquis, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas être vigilante. Mm-hmm. Il faut être très vigilante parce que les acquis peuvent être mis en question à tout moment. Et ça, on le voit actuellement dans certains États aux États-Unis. Bien, même ici au Canada avec Andrew Scheer. Avec, exactement. Je veux dire, le mouvement anti-avortement. Tu sais, il y a des groupes qui sont pas affiliés à un parti politique, mais qui militent pour des candidats qui sont anti-avortement, et ce, partout au Canada. Moi, je trouve ça extrêmement inquiétant. Puis j'ai l'impression que ce mouvement-là, tu sais, autant on assiste en Amérique du Sud à beaucoup de luttes féministes qui sont justement pour la légalisation de l'avortement. Tu sais, je pense notamment en Argentine, en Colombie aussi. Je sais que le mouvement féministe est très fort en ce moment. Mais ça me dépasse de voir qu'au Canada, alors que ça fait... Tu sais, quand tu te promènes dans ces pays-là puis que tu dis ça fait j'imagine au-dessus de 20 ans qu'on a ce droit-là à l'accès à l'avortement, puis que soudainement, c'est remis en question un peu partout dans le monde. Je trouve ça extrêmement inquiétant pour toutes les femmes, en fait, toutes les femmes partout dans le monde. Ça me dépasse. Bien, il faut faire très attention à nos droits. Très, très attention à nos droits et ne pas céder de terrain. Parce que c'est clair qu'il y a une partie de la population d'extrême droite qui voudrait que les femmes retournent à la maison et que la vie continue bien tranquillement comme il y a 2 ou 3 générations. Mais il faut effectivement, il faut qu'on suive les débats politiques et il faut qu'on essaie de se tenir aussi. Et ça me semble, en tout cas, primordial. Et toi qui es passé au travers là, de l'autre backlash qu'il y a eu avant, là, vers la fin des années 80, des années 90, est-ce que tu crois qu'en ce moment, on serait comme à l'aube d'un autre backlash du féminisme, tu sais, qu'on serait à un moment où bientôt ça va rechuter, puis qu'on va reperdre des droits ou qu'on va reperdre un peu de place dans l'espace public? Bon, on ne sait jamais. On ne sait jamais ce qui peut arriver.
Bon, je crois qu'il y a un grand enthousiasme pour le féminisme actuellement et que ça va durer peut-être une dizaine d'années, 10, 15 ans. Plus longtemps, je voudrais que ça dure toujours, mais bon, il faut être réaliste. Il y a toujours des retours en arrière. Ce qui est inquiétant actuellement, c'est la montée de l'extrême droite dans plusieurs pays. On le voit aux États-Unis, on le voit au Brésil, on le voit En Europe. en Europe, on le voit au Moyen-Orient. Puis on le voit au Canada aussi, exactement. Donc, il faut que nos petites antennes restent à l'écoute de ce qui se passe autour de nous. Et pas seulement sur le droit à l'avortement, mais sur d'autres droits des femmes. Et le droit au travail, le droit à l'éducation, le droit à avoir une vie à l'égalité avec les hommes. Bon, il faut qu'on reste très, très, très vigilante à tous les moments. Ce n'est jamais gagné. Ce n'est jamais, jamais gagné. Parce que la droite et l'extrême droite sont des machines extrêmement puissantes et elles ont plus d'un tour dans leur sac. Et on le voit avec le gouvernement Trump aux États-Unis. C'est incroyable, là. Et les gens qui sont... ça ne veut pas dire que les gens qui sont progressistes n'ont pas d'écoute, mais il faut qu'ils se battent très, très, très fort. Parce que les forces réactionnaires sont toutes puissantes, là. Puis, en fait, justement, je me pose beaucoup de questions par rapport à ça en ce moment. On sait que quand on fait quelque chose, ça a tendance à créer une réaction inverse et proportionnelle, là. C'est une loi de la physique, mais qui s'applique aussi aux relations sociales. D'avoir une montée des mouvements, disons, de gauche, ça amène une réaction dans la droite. Est-ce que, en fait, moi, je me demande qu'est-ce qu'on peut faire? T'sais, on voit une montée de l'extrême droite, mais c'est quoi la solution? Parce qu'est-ce que de tirer plus fort sur notre bord de la couverte, ça va pas les faire lâcher leur bout, puis ça risque de partir en escalade. Est-ce que toi, tu as des idées, des solutions qui permettraient d'éviter la catastrophe? Je dirais d'abord, le droit de vote, c'est le premier droit. Au point de départ, c'est pas le seul, là, évidemment, mais je pense qu'il faut inciter les gens à aller voter et à voter de façon éclairée. Ça, c'est le premier droit. Mais le droit de contestation aussi, le droit de manifestation, le droit de prendre parole, le droit d'être sur la place publique, ce sont des droits qu'on doit continuer à défendre et à chérir, je dirais. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Moi-même, je n'ai pas toujours le temps de faire des lettres ouvertes dans les journaux à chaque fois que je remarque quelque chose. Mais on peut penser qu'au nombre où on est, il y a des personnes qui vont le faire. Et je pense que de s'impliquer et d'être solidaire des autres femmes, c'est extrêmement important. Je trouve actuellement qu'il y a peut-être ce qu'il faut augmenter, c'est la solidarité. Et ça manque cruellement. Quand une femme fait quelque chose, s'organiser pour être là, pour l'appuyer, que les femmes se sentent appuyées dans ce qu'elles font et essayer de travailler à ce qu'elles puissent prendre une place sur la scène publique. Il y a tout un comité qui travaille à la parité homme-femme, par exemple, dans le monde politique. C'est incroyable que ce soit toujours des hommes. On ouvre le téléjournal le soir, puis on ne voit que des hommes.
Alors, on se dit, bon, là, il commence à y avoir des députés, des ministres femmes, mais c'est pas encore... les femmes députées sont loin d'être 50-50, 50%. Hein. Ouais, ils sont loin d'être ministres bon. de l'économie, par exemple. Ou, Bon. c'est toujours des rôles relégués plus à la santé, à l'éducation, des trucs qu'on pourrait associer traditionnellement aux femmes. J'ai l'impression que c'est souvent des rôles comme ça qu'on donne aux femmes à l'intérieur même des gouvernements. Donc, est-ce que c'est vraiment une avancée? T'sais, on peut se poser la question, je pense. Bien, il faut prendre toute la place qu'on nous donne, mais il faut demander plus. C'est ça. Alors, et c'est ça qui est vraiment important. Comme on expliquait à la télé que dans les comtés où les candidats d'un parti n'ont pas beaucoup de chances de gagner, souvent on va mettre une femme. Ah oui, c'est moins grave. Alors là, donc, oui, moi, je regardais pour le plaisir dans les comtés où j'étais, qui était candidat, puis qui on avait mis dans les autres, qui les autres partis avaient mis comme candidat. Et effectivement, souvent, c'était des femmes. Alors, on savait monsieur un tel avait beaucoup de chances de remporter. Bien là, on met des femmes qui vont perdre. Tu sais, mais ça, de le dire aux nouvelles, d'en faire prendre conscience, c'est important. Moi, je n'avais jamais remarqué ça. J'ai pourtant vu beaucoup de choses, puis pourtant, on me l'avait dit. Et je l'avais oublié, sans doute, mais il y a tellement de petites choses comme ça qu'à un moment donné, on en oublie. On ne voit pas tout. Mais là, je l'ai remarqué. À cette élection-ci, je l'ai particulièrement remarqué. Et plus on va être conscient de ça, plus on va exiger, et plus on va demander, plus on va vouloir... Il y a peut-être des femmes qui vont vouloir s'intégrer davantage à la vie politique. Bref, il faut être partout. Mais c'est ça qui est difficile aussi. On peut comprendre que certaines femmes, par moments, soient fatiguées puis qu'elles aspirent à se reposer un peu. On ne peut pas toujours être actif ou plutôt active pendant 50, 60 ans sans avoir des petits moments où on se dit, ben là, j'ai le droit d'avoir une vie personnelle aussi. D'où l'importance qu'on se relaie. On ne peut pas toujours être là, on ne peut pas être toujours au combat, mais heureusement, il y a beaucoup de femmes. Il faut qu'on ait un noyau de solidarité sur lequel on puisse compter. Je crois que c'est un thème, justement, qui revenait beaucoup dans le livre La théorie, un dimanche, la théorie. Oui, la théorie, un dimanche. La théorie, un dimanche, je suis inversée. C'est pas grave. Je l'ai presque. C'est le même livre, quand même. Puis, notamment, je crois que c'est dans la préface il y a Martine Delvaux qui disait ça, justement, je paraphrase un peu, mais que l'arme la plus puissante du patriarcat, c'est de désolidariser les femmes, en fait. Bien sûr, oui. Et en ce sens-là, la solidarité des femmes, c'est une arme extrêmement puissante pour se tenir. D'ailleurs, ce que les femmes ont compris avec le mouvement « Moi aussi », jusque-là, ben, les actrices se jouaient les unes contre les autres et puis n'osaient pas trop dire qu'on leur faisait des avances et tout. Et puis, à un moment donné, ça a éclaté au grand jour. C'est comme si elles ne pouvaient plus porter ce poids-là. Mm-hmm. Et ça a changé quelque chose aussi. C'est un immense soulagement de se rendre compte que tu n'es pas toute seule, tu sais. C'est ça. C'est ça que nous, on remarque beaucoup depuis qu'on a commencé le blog. C'est à chaque fois, des fois, on écrit des trucs qui sont, tu sais, c'est ultra personnel. Il y a des fois, ça fait des années qu'on réfléchit à ça. Puis là, tout d'un coup, on arrive à trouver les mots pour l'exprimer. Puis on est super, tu sais, vulnérable en l'exprimant. Puis on est gêné et tout. Puis là, les autres le lisent. Puis c'est, aïe, mais moi aussi, tu sais. C'est tellement beau d'être capable de se partager ça, de faire, OK, mais je me sentais toute seule pendant tout ce temps-là. Puis en fait, on est tous ensemble là-dedans, puis en se réunissant, mais on peut arriver à changer les choses, puis à avancer ensemble, tu sais, à grandir, à évoluer. Je trouve ça
ça fait tellement du bien de pouvoir... Juste ça, c'est tellement un immense pouvoir. Oui, tout à fait. Je pense aux femmes qui sont dans le milieu du travail aussi. Le patron va peut-être faire une remarque, quelle qu'elle soit, mais juste le fait de voir que faisant cette remarque-là, il est sexiste, ben, c'est déjà quelque chose d'important. Pas seulement sexiste sur le plan de l'apparence des femmes ou tout ça, mais ça peut être sur le fait « Oh non, tu manques encore le travail aujourd'hui parce que l'enfant est malade » ou alors se dire « Ben là, je suis dans mon droit, je suis... il ne comprend pas » ou ça peut être drôlement important. Ça fait toute la différence, là, effectivement, de ne pas se sentir seul ou de ne pas dire, bien, qu'est-ce qu'il y a, mon enfant, à être encore malade? Alors, le fait de dire, oui, mais c'est comme ça, avoir des jeunes enfants, ça rend malade, l'enfant est malade et, bon, moi, je manque du travail. C'est quand même important de se dire, ben, c'est la situation que je vis, pointe à la ligne, et je ne suis pas coupable. J'ai quand même ma place dans le milieu. T'sais. Et j'ai ma place dans le milieu. Puis, petit à petit, ben, les choses changent. Il y a des patrons qui comprennent mieux. Il y a des entreprises qui laissent les personnes travailler davantage chez elles quand il y a des problèmes avec les enfants. On avance petit à petit, mais c'est sûr que ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Cet enjeu-là, ça me fait énormément penser, ça aura l'air peut-être un peu décalé, là, mais aux femmes qui ont des douleurs menstruelles. Ben, tout à fait. C'est tellement... Je veux dire, c'est absurde de dire que une fois par mois, certaines femmes éprouvent des douleurs menstruelles absolument atroces qui les empêchent de travailler, disons, 1 ou 2 journées qui sont absolument, je cherche mes mots, là, mais comme pas aptes à travailler, disons, puis qu'on n'est pas capable de comprendre ou d'excuser ça, alors qu'un rhume ou une grippe, ça va être compris, tu sais. Alors que ça revient pas mal plus souvent par année des menstruations qu'un rhume, là. Et ça aussi, je trouve que c'est des enjeux qui sont vraiment... qui vont de pair, en fait, parce que c'est tellement... C'est ça, on est comme pas capable de comprendre que c'est une réalité, en fait, pour les femmes. Tout à fait, tout à fait. Et puis, quelle femme va dire à son patron, ben, écoutez, j'ai des douleurs menstruelles. Si elle a une patronne, peut-être. Oui, c'est ça. Mais elle va se sentir mal à l'aise. Il y a quelque chose d'intime là-dedans qu'elle n'ose pas. C'est encore tabou, hein? Le corps des femmes est encore tabou. Et c'est clair que elles n'oseront pas, en tout cas pour beaucoup, elles n'oseront pas le dire, à moins qu'elles aient vraiment de l'aplomb et qu'elles décident de lancer ça sur la table de cette façon-là. Sinon, je me demandais, quel conseil tu donnerais à des jeunes ou moins jeunes féministes, des personnes qui veulent s'impliquer, qui veulent militer, qui veulent poser une action pour comme faire ça de manière plus saine, je dirais, puis aussi en termes de gestes, de portée, comme quel message ou mettons, si tu avais eu à te donner un conseil étant plus jeune, qu'est-ce que tu te serais dit? Bien, je pense qu'on peut agir dans la sphère où on est. Moi, j'étais dans le domaine littéraire, donc j'ai agi dans le domaine de la littérature, dans l'enseignement de la littérature. J'ai essayé de diffuser les œuvres de femmes. J'ai essayé d'apporter ma petite pierre en écrivant et souvent, la plupart du temps, à partir de la subjectivité féminine. Si une femme est infirmière, bon, elle peut agir dans son milieu. Si une autre est avocate, elle va agir dans un autre milieu. Je crois quand c'est possible de s'investir dans sa sphère d'activité, c'est l'idéal pour ne pas rester isolé
et puis pour avoir l'impression qu'on peut faire quelque chose. Ce que tu disais tout à l'heure, c'est que sinon, on reste avec notre colère, notre frustration. Il faut se tourner vers l'extérieur et sentir qu'on n'est pas seul. Alors, il y a suffisamment de mouvements, de courants, d'organismes où on peut, sans militer au premier sens, où on peut s'impliquer, que je crois qu'il faut trouver, même si on ne peut pas faire grand-chose, on peut quand même aider à développer une solidarité. Alors, il s'agit de trouver notre sphère d'activité, puis voir ce qu'on peut faire. Et appuyer les courants, là, les femmes qui font quelque chose. S'il arrivait, par exemple, une manifestation pour le maintien du droit à l'avortement, bien, je pense qu'on serait toutes dehors, hein, et on irait toutes... mais il y a d'autres causes comme ça qui ne passent pas nécessairement par des manifestations, mais qui peuvent passer par du travail, même du travail de secrétariat, du bénévolat, des petites tâches des fois qui soulagent, ou une expertise. Par exemple, les femmes qui savent écrire, corriger des communiqués de presse, d'autres qui sont avocates, vérifier la loi, d'autres qui sont infirmières. Bien là, il y a peut-être des centres de santé à investiguer, des centres de violence pour femmes. On peut aider de plusieurs façons, je pense. Il s'agit juste de trouver l'endroit qui nous convient et de travailler avec des femmes qui nous conviennent aussi. Parce que sinon, on va s'en désintéresser très rapidement. Puis j'imagine aussi le fait de ne pas minimaliser quelconque petite action, tu sais, que ça soit de dire à son... Tu sais, de prendre tout le courage puis dire à son patron, « Je suis désolée, mais ce type de commentaire-là, c'est pas acceptable, c'est sexiste. » C'est pas... ça passera pas dans les journaux, mais je pense que c'est hautement politique puis hautement... important de le faire, pour qu'il y ait une prise de conscience de l'autre côté aussi. T'sais. Si c'est juste ça, mon implication féministe de l'année, ben je pense que c'est quand même énorme. Bien, c'est très courageux, en tout cas. Ce serait très courageux. Puis, bon, dans la plupart des organisations, j'espère, les femmes aussi ont des syndicats. Et il y a aussi des revendications qui peuvent être faites par le biais du syndicat. S'impliquer dans son syndicat, c'est déjà un début. Puis exiger que les droits des femmes soient respectés dans le syndicat, ou qu'on s'intéresse aux droits des femmes. Ça, c'est un début aussi, parce que si le syndicat est mené seulement par des hommes, on va voir les droits des hommes avant les droits des femmes. Donc, il faut que les femmes s'impliquent dans leur milieu de travail. Ça, c'est sûr. Bon, bien, je pense qu'on va terminer là-dessus, parce que ça fait presque 1 heure qu'on parle. Ça passe super vite, mais encore une fois, un énorme merci d'avoir accepté cette invitation-là. Ça a été une discussion super intéressante, super enrichissante. C'est un plaisir pour moi de parler avec vous. Merci. Merci d'être venu nous voir. Je trouve ça beau de t'entendre parler. Ça montre qu'il y a de l'espoir. Oui, il y a beaucoup d'espoir. Ouais. Je suis très enthousiaste. Je continue à être enthousiaste, en tout cas. Les dialogueuses. Donc, on est maintenant rendu à un de mes moments préférés du podcast. C'est le segment où on parle d'un texte qu'on a déjà publié sur notre blog, mais qu'on trouve, dans le fond, ce qui fait un lien intéressant avec la discussion qu'on a eue. Donc, aujourd'hui, avec Caspom, on jase du texte « J'ai avorté et heureusement, ma vie peut continuer », qui a été écrit par notre blogueuse La Perdrix et qui a été publié le 17 octobre 2019. Donc, toi, Cass, qu'est-ce que tu en as pensé de ce texte-là? D'abord, tu pourrais-tu nous dire de quoi il parle? Dans le fond, il parle de l'avortement que La Perdrix elle a eu. Comme le titre l'indique, vraiment, c'était un choix qu'elle a fait en toute connaissance des choses, puis en réalisant que vraiment, c'était ce qui était le mieux pour elle. Donc, elle a avorté, elle a procédé à l'avortement, puis sa vie peut maintenant continuer.
Puis qu'est-ce que tu en as pensé? Qu'est-ce que ça t'a fait quand tu as lu ce texte-là, justement? Moi, je trouvais que c'était quand même empowering. Parce que je trouvais que c'était cool que, justement, dans son texte, elle raconte qu'elle a vécu, qu'elle a peut-être été à un centre, que c'était un peu plus difficile d'avoir des services, mais que, overall, l'expérience était bonne. Puis qu'elle a vraiment trouvé que ça a vraiment facilité, justement, la décision difficile qui est de choisir de faire un avortement, puis aussi de procéder, justement, à l'opération ou le... Je sais pas si c'est vraiment une opération, là. Je devrais me renseigner plus, mais... Ouais. Bien, moi, ce que je trouvais, tu vois, vraiment intéressant là-dedans, c'est qu'elle disait qu'elle avait regretté beaucoup de choses. T'sais, elle avait regretté de ne pas s'en être rendu compte avant, parce qu'elle parlait justement qu'elle était en retard dans sa semaine, mais qu'elle se disait « Ah, c'est probablement parce que je suis malade. Ah, c'est probablement parce que je suis dans le sud, fait que mes règles sont chamboulées. » Note. Plein de trucs comme ça, finalement. Puis elle a comme fait du déni. Puis là, à un moment donné, elle a réalisé « OK, non, je suis enceinte. » Là, genre, ça peut pas être autre chose que ça, je suis enceinte, tu sais. Donc, elle a parlé qu'elle a regretté ça, pardon. Elle a regretté de ne pas en avoir parlé directement à son partenaire, mais que la décision en tant que telle d'avorter ça, elle l'a jamais regretté, tu sais. Puis je trouve que c'est vraiment comme un argument qui est souvent utilisé par les pro-vie de dire « Ah, mais tu vas regretter ton avortement, ça va être la pire décision que tu vas avoir prise de ta vie. » Donc, je trouve ça intéressant qu'elle l'aborde sous cet angle-là, finalement. Mais c'est ça que je pense que j'ai trouvé qui était empowering. Mm-hmm. C'est qu'elle assume son choix, puis qu'elle assume que non, elle n'a pas vécu de regret envers ça directement parce que justement, elle sait que c'est qu'est-ce qui était mieux pour elle, c'est qu'est-ce qui était mieux pour comme le fœtus, c'est comme c'était juste pas le bon moment, puis vu qu'elle avait les opportunités, puis elle avait pas les opportunités, mais elle avait l'accès à ces services-là, puis dans le fond, elle a pu décider de faire ce choix-là en bonne conscience, puis tu sais de vraiment procéder de manière sécuritaire et saine. Ouais, ben tu sais, ça aussi, parlons-en de l'accès, parce que si je me souviens bien, quand elle a publié ce texte-là, c'était pas loin des élections fédérales, en fait. Puis, justement, il y avait comme un message politique derrière tout ça qui était comme, ben, si moi, je suis vraiment privilégiée parce que j'habite au Québec, puis j'ai ce privilège-là, finalement, de réussir à me faire avorter dans des conditions, décentes, là, on va se le dire, mais que aussi j'ai un accès relativement facile aux cliniques d'avortement. On pense que, parce qu'on habite au Québec puis on a ces droits puis ces privilèges-là, que c'est comme ça partout au Canada. Mais là, elle nous indiquait clairement dans son texte que c'était pas le cas dans toutes les provinces. Certaines provinces n'avaient pas de clinique, puis il fallait que la personne, par exemple, aille dans une autre province. Donc, on paye le voyage pour se rendre, là. Mais tu sais, c'est quand même un voyage pour aller se faire avorter, là, on s'entend, là. Donc, je trouvais ça intéressant de dire comme, de reconnaître ses privilèges à travers ça, puis d'en faire un enjeu politique, puis dire, OK, ben c'est intéressant de parler ces temps-ci de... Ben, intéressant. C'est inquiétant, moi, je dirais, là, de voir des partis plus conservateurs qui se mettent à mettre en doute, en fait, le droit des femmes à avorter, puis qui se mettent à parler de réduire le droit à l'avortement, mais que en réalité, il est déjà pas acquis partout, tu sais, puis qu'il faudrait peut-être, au contraire, décider d'y aller, de rendre plus accessible. Tu sais, peut-être que ça serait un enjeu politique à regarder plus, de rendre plus accessible l'avortement dans toutes les provinces du Canada, tu sais, puis dans les territoires autochtones, tu sais, comme... Puis là, ça devient plus large, là, mais je trouvais ça vraiment intéressant qu'elle aborde ça, justement. Ouais. Ouais, puis c'est vraiment comme... C'est choquant, justement. Mm-hmm. Parce que je pensais que, justement, c'était plus quelque chose qui était une difficulté aux États-Unis. C'est ça. Parce qu'on en entend beaucoup parler, parce que, on s'entend que la réalité est différente. Il y a beaucoup plus... le mouvement pro-vie est beaucoup plus fort. C'est beaucoup plus difficile. T'sais, là, déjà, là, ils ont passé des lois, comme tout est en train de fermer partout dans les États qui ont réussi à faire passer les lois pour fermer les centres. Mais je savais pas que c'était difficile aussi ailleurs au Canada. Je n'avais pas réalisé que c'était pas aussi facile qu'au Québec, puis que vraiment, c'était
c'était un privilège, tu l'as mentionné plusieurs fois, mais c'est vraiment un privilège d'avoir accès à ce droit-là, puis aussi de même pas se questionner à savoir si tu l'as, ce droit-là, ou à te questionner de comme, mais où j'irais? Où j'irais si jamais j'avais à faire avorter? C'est pas genre en Saskatchewan, c'est pas en Alberta, tu sais, je peux rester dans ma province, je peux rester sûrement dans ma ville, ou aller dans une ville voisine, mais je pense pas que tu aurais à faire des millions d'heures de route ou, tu sais, prendre un avion non plus pour avoir accès à ces services-là. Ouais. Puis c'est ça qui est inquiétant, c'est que le mouvement pro-vie grandit, puis ça, on le voit un peu partout dans le monde, tu sais, on le voit autant, tu sais, mettons, en Colombie, en Argentine, c'est pas juste aux États-Unis, puis le Canada fait pas exception à cette mouvance-là, on va dire. Puis c'est ça, moi, on en discutait justement avec Louise de dire, dans le fond, faut jamais baisser la garde parce que les droits des femmes vont toujours être remis en question. Donc, il faut toujours être alerte, puis il faut pas en laisser... faut pas en laisser passer une, finalement. Il faut toujours être là, puis faire comme... OK, genre... Il y a des choses inquiétantes, soyons à l'affût, puis comme... affirmons tout de suite qu'on est en désaccord avec ça, puis battons-nous, tu sais, comme... maintenant, finalement. Oui, c'est ça, parce qu'il y a des décisions qui sont prises à chaque jour qui pourraient affecter, tu sais, nos droits qu'on croit de base en ce moment, mais, tu sais, Handmaid's Tale sont pas si loin, là. Ouais, ça, c'est peur. Hein? Ça fait très peur. Bon, donc, sur ce, si ça vous a intrigué, si vous avez envie, d'aller lire le texte « J'ai avorté et heureusement, ma vie peut continuer » de notre autrice La Perdrix, vous pouvez aller sur notre site web, lespéripatéticiennes.com, ou cliquer directement sur le lien dans la description. Puis, j'en profite pour vous rappeler, en fait, que Louise, en fait, a sorti un livre récemment et ça s'appelle « Théo à jamais ». Donc, si vous avez envie d'aller acheter le livre ou d'aller le louer à la bibliothèque, pourquoi pas, bien, je vous encourage à le faire. Donc, voilà. Si vous voulez savoir ce qu'on a pensé de la conversation avec Louise, abonnez-vous à notre Patreon @lespéripatéticiennes. Le lien va être dans la description. Dans le fond, sur notre Patreon, il y a les réflexions qu'on a eues avant de rencontrer Louise et après avoir rencontré Louise. Donc, c'est quand même intéressant. Gênez-vous pas pour aller nous donner $1, $2, $3. Ça fait toute une différence. Au prochain épisode, on va jaser du texte « Peine d'amour, une sorte de deuil » de notre autrice Médusa. Si vous avez envie, dans le fond, de prendre de l'avance puis d'essayer de deviner l'identité de notre prochaine invitée, vous pouvez aller lire le texte sur notre site web, lespéripatéticiennes.com, ou cliquer directement sur le deuxième lien dans la description. En terminant, si vous nous écoutez sur l'application Balado, Spotify ou autre, pensez à nous laisser plein d'étoiles, un rating, un commentaire, parce que ça, en fait, ça fait en sorte qu'il y a plus de gens qui vont avoir accès au podcast, qui vont le voir. Puis plus il y a de gens qui suivent le podcast, bien, plus, en tout cas on l'espère, plus le monde va être féministe. Donc, parlez-en autour de vous, parlez-en à vos amis, vos chiens, votre chat, votre communauté Instagram, parlez-en à tout le monde. Justement, n'oubliez pas d'aller nous suivre sur Instagram, Facebook et Patreon @lespéripatéticiennes. Bye! Ciao!